Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en retard d'une minute 10. Pardon, ne vous inquiétez pas, ne craignez rien. Nous vous donnerons l'essentiel des détails de l'actualité aujourd'hui. Et il y a 4 titres à détacher pour cette actualité jusqu'à 13 heures. Après la tragédie de Clairvaux, d'abord, les suites. Le régime pénitentiaire est-il trop libéral? Influence du drame sur la suppression éventuelle de la peine de mort. En Chine, c'est le temps du silence. Peu d'informations. Mao Tse-tung semble toujours sur son piédestal, mais on se demande s'il n'y a pas, sur l'ensemble du territoire chinois, mise en alerte des troupes de la Chine populaire. Troisième titre, médecins en colère. Grève des documents de la sécurité sociale prévue. Plus de 5000 praticiens réunis hier à Paris ont protesté pour le maintien de l'indépendance de leur profession. Et en cyclisme, naissance d'un champion, Auvion, Régis Auvion, sensationnel dans l'étape alpine du Tour de l'Avenir hier. Enfin, naissance, c'est une façon de parler, car Auvion est déjà connu des spécialistes et du public aussi. C'est un champion du monde amateur. Mais voilà que maintenant, on parle de lui comme de l'égal des grands professionnels. Un autre Bobet, peut-être un nouveau Coppi. Le détail de ces informations. Nous attendons une enquête sur les prisons et une déclaration de M. Pleven. Je ne sais pas si c'est tout à fait prêt. Cette minute de retard n'aura pas suffi pour que je puisse vous dire tout de suite si nous commençons par le détail sur Clairvaux ou par la Chine. Je vous demande un instant. Nous sommes prêts, alors nous parlons d'abord de Clairvaux. Après la mort des 2 otages, c'est le régime pénitentiaire qui est en question. Les gardiens font grève, ils protestent, ils affirment que la libéralisation à l'intérieur des prisons équivaut à l'établissement de l'insécurité presque générale. Enquête à Poissy. Poissy, une centrale où, comme à Clairvaux, on interne surtout les durs. La mutinerie de Claude Buffet et de Roger Bontemps, le meurtre de leurs 2 otages dans la nuit du 22 septembre est déjà devenue aujourd'hui l'affaire de Clairvaux. Elle bouleverse l'opinion publique. Dans les prisons françaises, le personnel pénitentiaire entend bien l'exploiter pour remettre en cause le système de sécurité dans les maisons d'arrêt. Il y a environ 6 à 7 000 surveillants en France pour l'ensemble des prisons, soit un gardien pour 5 prisonniers. Aucun d'eux n'est armé. La tentation pour les détenus de s'emparer des armes mises à la disposition des surveillants, fait-on remarquer, serait trop forte. Dans un système de détention que l'on veut plus libéral, on peut s'étonner toutefois que le régime de surveillance et de sécurité dans les prisons ne soit pas parfois un peu plus strict. À la centrale de Poissy, qui abrite essentiellement comme celle de Clairvaux les grands délinquants, il y avait ce matin 32 surveillants pour 600 détenus. Le but de l'action lancée par les gardiens, attirer l'attention des pouvoirs publics sur le problème de leur sécurité. Devant l'horrible tuerie, nous avons voulu attirer l'attention des pouvoirs publics afin que des mesures soient prises pour que de tels actes ne puissent plus se reproduire. Est-ce que vous ne pensez pas que les gardiens de prison devaient être dans une certaine mesure peut-être armés lorsqu'ils escortent en particulier des gens vers l'infirmerie ou vers les ateliers? Non, nous ne pouvons pas être armés. Cela occasionnerait du danger pour le personnel. Quelle a été la réaction des personnels de l'administration pénitentiaire en apprenant cette tuerie de Clairvaux? Est-ce que vous ressentez une certaine haine à l'égard des prisonniers? Pas du tout. Nous ne ressentons aucune haine envers les détenus. Le personnel est conscient de ses responsabilités et de son rôle humanitaire. C'est pourquoi le personnel de Poissy a voulu prendre toutes les directives afin que les détenus ne souffrent pas de notre action. Nous avons voulu qu'ils puissent voir leur famille lors du parloir et nous n'avons pas voulu qu'il y ait de difficultés envers la détention et le service pénitentiaire. Si la tragédie de Clairvaux ne remet pas en cause les efforts de l'administration pénitentiaire pour instaurer dans les prisons françaises un climat de confiance entre gardiens et détenus,
Elle aura une fois de plus ramené au grand jour le problème des prisons. Un problème complexe, l'administration voudrait bien instaurer dans les maisons d'arrêt une politique de demain avec des moyens d'hier, disent les gardiens, et des établissements d'avant-hier, est-on tenté de dire, en voyant des prisons comme celle de Poissy. On conteste aussi le droit à l'information, c'est-à-dire l'autorisation donnée par le ministère de la Justice au mois de juillet à l'ensemble des détenus en France d'écouter les journaux parlés et télévisés et de lire librement les quotidiens. On conteste ce droit parce que certains pensent que des exemples, comme ce qui s'est passé très récemment encore aux États-Unis dans la prison d'Attica, des exemples de ce genre donnent de mauvaises idées à des détenus qui en ont déjà au départ. Sur le problème de la sécurité et sur celui de la peine de mort, M. René Pleven, garde des Sceaux, ministre de la Justice, répond à Daniel Brem. Nous sommes en liaison avec la place Vendôme, je pense, dans un instant. Monsieur le ministre, on assiste à une série de réactions en chaîne au lendemain de ce qui s'est passé à Clairvaux. La dernière étant celle des magistrats, d'un syndicat de magistrats, qui estime que ce qui s'est passé l'a été faute de personnel en nombre suffisant et qui estime que la réforme pénitentiaire n'est pas appliquée faute de moyens. Je crois que ce syndicat, qui est d'ailleurs très minoritaire et dont les tendances politiques sont bien connues, est mal informé. En effet, ce gouvernement a eu constamment la préoccupation d'accroître les moyens de l'administration pénitentiaire. Et même en 1969, à une époque de grosses restrictions budgétaires, vous vous rappelez qu'il a fallu réviser le budget, j'ai donné la priorité à l'augmentation des emplois. C'est ainsi qu'il y a eu 607 emplois créés par le budget, dont d'ailleurs 487 régularisés des surnombres, mais qu'en 1970, il y a eu 449 emplois créés, en 1971, 264 emplois créés, et l'ensemble permettait de donner et permet de donner aux établissements actuellement en service leur effectif normal. Il semble cependant que les gardiens de prison ne soient pas tout à fait d'accord et qu'ils estiment ne pas être assez nombreux. Leur nombre sera encore accru par le budget de 1972, mais je vous affirme que nous nous appliquons à suivre très strictement les normes fixées par le Conseil de l'Europe et par les Nations Unies en ce qui concerne notre administration pénitentiaire et notre système pénitentiaire, et la France, à cet égard, est dans une situation jugée comme normale. Cependant, les gardiens de prison protestent et manifestent demain. Les gardiens de prison manifestent demain, mais il s'agit de savoir pourquoi ils manifestent. Et à mon sens, ils manifestent d'abord et surtout pour marquer qu'ils participent au deuil de leurs collègues. Et c'est un deuil que je partage avec eux. C'est un personnel qui a une très haute idée du service public et qui a tenu à faire connaître à son directeur que la sécurité des prisons serait assurée, le ravitaillement des détenus aussi, que bien entendu s'il fallait procéder à des levées d'écrou résultant de l'achèvement de leur peine pour certains détenus, ces levées d'écrou seraient faites, mais il n'y aura aucune communication demain entre le monde extérieur et les prisons. Il n'y aura donc pas de visite d'avocats et il n'y aura pas de transfert et il n'y aura pas de visite des familles. Ce qui s'est passé, monsieur le ministre, met en cause la libéralisation du régime pénitentiaire et on se pose quand même des questions. Est-ce que vous estimez que l'infirmière était suffisamment protégée avec un gardien en face de 2 détenus de cette nature? C'est précisément le point que je veux élucider. Voyez-vous, on peut dire que dans toutes les prisons, l'infirmerie s'est considérée un peu comme un sanctuaire qui bénéficie d'un régime incontestablement plus libéral que toutes les autres parties de la prison. Il faut être tombé au dernier niveau du crime pour oser porter la main contre une infirmière. Une infirmière, même pour les détenus les plus durs, c'est quelqu'un qui est un peu sacré. Elle n'est pas armée, elle n'est là que pour aider le détenu malade, que pour le soigner. Et cet assassinat de l'infirmière
a causé même un mouvement d'horreur parmi la plupart des détenus de Clairvaux. Vous allez quand même prendre des mesures sur ce point. Oui, je vais vérifier les consignes et très probablement les renforcer et tirer, hélas, la leçon de cet événement tragique. Ce qui vient de se passer relance aussi le débat sur la peine de mort et risque de peser assez lourd. Certainement, certainement. D'ailleurs, vous savez qu'en Angleterre, lorsqu'on a appliqué la réforme de la peine de mort, pendant longtemps, on a écarté de la réforme les crimes commis contre le personnel des établissements pénitentiaires et contre la police. Deuxième titre, la Chine. Dernière hypothèse venue ce matin de Tokyo, ce qui se passe à Pékin traduirait un état d'alerte militaire. Les troupes seraient consignées, les permissions suspendues, car une tension nouvelle serait apparue à la frontière entre la Chine et l'URSS, sur ce chapelet d'îles sur le fleuve Ussuri, dont les deux pays revendiquent la possession, et ce chapelet qui a déjà été le théâtre de combats violents. Donc, tension dans la région frontalière du Nord-Est, il faut mentionner cette hypothèse, mais aussi en rappeler une autre. Des changements politiques imminents interviendraient à Pékin, conséquence de l'opposition de certaines classes dirigeantes, de certains leaders chinois, leur opposition à la politique d'ouverture à l'Est pratiquée par le président Mao. Les Américains ne sont plus des tigres de papier, puisque le président Nixon va venir bientôt à Pékin, et cela pourrait ne pas plaire à tout le monde. À l'appui de cela, on n'a vu pratiquement pas de leader chinois depuis plusieurs jours, depuis exactement le 12 septembre. Pas vu non plus en public les grands chefs militaires. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des années à la radio de Pékin, la diffusion matinale de quelques extraits des pensées de Mao n'a pas eu lieu sans aucune explication. C'est presque un sacrilège là-bas. Mais il faut encore retenir le câble du correspondant de l'agence France-Presse à Pékin, un câble qui vient en contrepoint de ces hypothèses. Pour lui, l'activité militaire semble normale. S'il y a alerte, on ne s'en rend pas compte physiquement dans la capitale. On ne remarque aucune tension en ville, à Pékin, à Shanghai. Voilà où l'on en est ce matin. Ailleurs dans le monde, qu'est-il arrivé au colonel Kadhafi, le leader libyen? Accident d'auto dont il serait sorti indemne selon certains, attentat contre lui, disent d'autres, qui remarquent que les engagements, les rendez-vous pris par le colonel Kadhafi ces derniers jours ont tous été annulés. Offensive soviétique du sourire. C'est alors que se poursuit dans une atmosphère détendue la visite de M. Brejnev chez le maréchal Tito, que l'on apprend un prochain rendez-vous Nixon-Gromyko à Washington. Le ministre soviétique des Affaires étrangères verra le président américain mercredi. France-Canada, des retrouvailles après la petite phrase « Vive le Québec libre » de Charles de Gaulle de juillet 67. Vous voyez ici M. Maurice Schumann, accueilli en visite officielle au Canada par son homologue, M. Sharp. Aux États-Unis, cet homme acquitté. C'est le capitaine Medina qui commandait la compagnie responsable du massacre de My Lai au Vietnam. Je dis bien acquitté. À Paris, pas de conférence sur la paix au Vietnam aujourd'hui pour protester contre les récents bombardements américains au-delà de la zone démilitarisée, sur le nord donc. Les délégations communistes ont boycotté la réunion prévue aujourd'hui. Et à Londres, traduction au Parlement de l'affrontement protestant-catholique en Irlande du Nord, l'affrontement Paisley-Bernadette Devlin. Cela s'est passé au Parlement et c'est Claude Carré qui raconte. Les 632 députés britanniques qui siègent dans ce Parlement, derrière moi, ont quitté un peu plus tôt que prévu la balle de golf ou le bateau de leurs vacances. En effet, et c'est un fait exceptionnel, M. Edward Heath, le Premier ministre, les a rappelés en session spéciale. C'est la première fois depuis 3 ans, depuis 1968, la guerre du Biafra, que le Parlement se réunit avant sa rentrée officielle le 18 octobre. Cette session, demandée 2 fois par M. Wilson et surtout commandée par les événements, par les faits, des morts presque chaque jour en Irlande, doit permettre de trouver de nouvelles solutions. Mais en marge de ce débat, aux communes, j'ai demandé à des Anglais que nous avons rencontrés dans la rue ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient devant ce drame d'Irlande. La première chose est de maintenir la loi et l'ordre dans l'Irlande du Nord. Je crois que vraiment c'est horrible. Et les Anglais n'ont pas le droit de rester là-bas. Entre nous, moi j'ai l'impression qu'on ne discute pas très souvent. On ne parle pas beaucoup. Non. Je crois que la plupart des gens à Londres ne comprennent pas ce qui se passe. Et pourquoi?
Mais bagarre entre les catholiques et les protestants, c'est tellement vieux jeu, c'est une histoire du XVIIIe siècle. Est-ce que pour vous, la question irlandaise divise les Anglais comme la guerre d'Algérie, par exemple, a pu diviser les Français? C'est pas du tout la même chose. Les passions que ça évoque ici sont tout à fait différentes. Il n'y a pas la même... Ça nous intéresse, nous sommes désolés, nous trouvons ça tragique des morts des Anglais, des soldats britanniques et des Irlandais. Mais ça ne nous concerne pas comme ça l'Algérie vous a concerné en France. Est-ce que vous, ça vous fait peur? Oui, franchement, j'ai peur parce qu'en ce moment, ce ne sont que les pauvres Irlandais qui en souffrent. Mais moi, je vois que ça va venir en Angleterre, qu'il y aura les mêmes attentats de bombes, qu'il y aura les mêmes magasins détruits et les gens qui vont avoir peur d'aller dans les rues les soirs, etc. Je vois ça venir. J'espère que j'ai tort. Étranger encore, il se passe quelque chose au Cambodge, mais on ne sait pas quoi exactement. Dépêche reçue à l'instant datée de Phnom Penh, le général Lon Nol, chef du gouvernement de la République Khmer, vient de demander au général In Tam, premier président du Conseil des ministres, c'est-à-dire premier ministre, de démissionner. Le général In Tam refuse et on ignore les raisons pour lesquelles Lon Nol lui demande de se retirer. Les médecins mécontents en France. Depuis quelques mois, un malaise règne dans la profession médicale. La cause en est la nouvelle convention qui devrait être signée avec les caisses d'assurance maladie. Hier, c'était dans toute la France la journée de la médecine, une journée de contestation organisée par l'Ordre des médecins. La Confédération des syndicats médicaux français s'est désolidarisée de cette action, mais les autres syndicats envisagent certaines manifestations pour les prochains jours. L'enquête de Guy Sartoulet. Plusieurs milliers de médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et sages-femmes de Paris et de la région parisienne ont assisté hier soir au Palais de Chaillot à la réunion d'information organisée par l'Ordre des médecins. Différentes personnalités ont pris la parole afin de mettre en garde la profession médicale contre quelques dangers que présentent pour leur profession certains éléments de la nouvelle convention médicale qui doit être mise en place début novembre. Monsieur le Président, quel est le point particulier de la Convention sur lequel l'Ordre n'est pas d'accord? Le point qui nous paraît le plus grave à l'heure actuelle est un point qui intéresse la déontologie, et en particulier l'indépendance du médecin. Vous savez que la médecine libérale a pour fondement essentiel l'indépendance de l'exercice professionnel, qui est la condition de la confiance qu'un malade peut avoir dans son médecin. Si un malade est amené un jour à penser que son médecin ne prescrit pas tout ce qui est en son pouvoir, tout ce que la science peut disposer pour le guérir, sous prétexte d'économie, ce malade perdra confiance et même pourra être désespéré. Je ne pense pas qu'on en arrive là, mais la menace tout de même se fait sentir. Il ne faut pas que dans les textes puisse apparaître la moindre menace de ce type. Or, à l'heure actuelle, dans les textes, il est prévu que les caisses pourraient exclure de la Convention un médecin sous le prétexte que ce médecin aurait prescrit abusivement ou aurait fait un abus de dépassement d'honoraires. Vous comprenez bien que si les médecins doivent exercer sous une menace pareille en permanence, si ce déconventionnement par ailleurs, et ce qui est vrai, correspond pour eux à la perte de leur gagne-pain parce que leurs malades seront très peu remboursés des frais engagés par lui, à ce moment-là, l'indépendance du médecin est compromise et l'Ordre ne peut tolérer que ce soit ainsi. Que proposez-vous? L'Ordre propose et demande d'être consulté dans sa section disciplinaire par les caisses lorsqu'un dossier de médecin doit le mener en principe à un déconventionnement, mais que le médecin soit garanti par l'avis de l'Ordre sur le fait qu'il est vraiment à déconventionner, au contraire, s'il n'a pas commis de faute, que l'Ordre le dise et que les caisses puissent éventuellement en tenir compte. Quelle action ultérieure envisagez-vous pour imposer votre point de vue? Je pense que la seule action que l'Ordre puisse envisager à l'heure actuelle est une action tout à fait normale et d'ordre juridique. C'est que s'il y a des contradictions entre le texte de la Convention et la loi qui préserve la médecine libérale et la définit correctement, nous devrons faire des recours en Conseil d'État pour essayer de remédier au texte qui sera insatisfaisant pour la déontologie ordinale. Les problèmes d'actualité dans leur ensemble à l'ordre du jour de la conférence de presse du président Pompidou, cet après-midi à l'Élysée à 15h et cet après-midi aussi en direct sur vos écrans. On prête l'intention au président de développer dans son exposé de départ la position de la France, sa position sur les problèmes monétaires internationaux.
Et à propos du problème des monnaies, notons que le Fonds monétaire international, selon des sources japonaises, aurait proposé une réévaluation du yen, la monnaie japonaise, de l'ordre de 15% et une dévaluation du dollar qui serait de 3 à 5%. Mais la décote sur les places financières, la décote du dollar ces derniers jours, est du double de ce montant. Et à Paris, qu'en est-il? Gérard Vidalange. Cette décote est de l'ordre de 9,5%. Chacun des pays continue à prendre des mesures de défense. La Belgique vient de réduire son taux d'escompte de 6% à 5,5%. Et en Allemagne, le secrétaire d'État à l'économie, M. Röderer, a dit textuellement une réévaluation du mark de 15% serait un suicide monétaire. Comme vous le voyez, donc les positions sont encore tout de même très tranchées. À la Bourse de Paris, le marché avait une chance à saisir, c'était de profiter du nouveau mois boursier, car les investisseurs peuvent acheter à crédit des valeurs françaises pour le mois d'octobre. Eh bien, disons que la tendance est la même qu'hier, c'est-à-dire que la baisse s'est poursuivie, mais toutefois, il y a tout de même des points de résistance, et certains titres comme Rhône-Poulenc se sont redressés. Il y a tout de même des baisses, comme celle de Michelin, ainsi que des pétroles d'Aquitaine. À tout à l'heure pour les cotations. Entendu. Maintenant, place au sport. Michel Drucker, ce journal des sports commence sur un nom déjà connu, Oui. Aubion-Régis, mais un nom qui se confirme. En effet, le cyclisme français semble avoir trouvé en la personne de Régis Aubion un très grand champion. Je dis semble car il est difficile de se prononcer sur la suite de la carrière d'Aubion qui n'a que 22 ans. On a vu de jeunes champions réaliser des exploits extraordinaires et puis retomber très vite dans l'anonymat pour ne pas avoir confirmé ces exploits. Mais enfin, Aubion sera-t-il le successeur d'Anquetil? Fera-t-il une carrière à la Coppi ou à la Bobet? C'est en effet une question qu'on peut se poser ce matin, car le jeune Régis Aubion, qui a été sacré champion du monde amateur il n'y a pas très longtemps à Mendrisio en Suisse, a réalisé hier une performance exceptionnelle entre Digne et Briançon, la grande étape alpestre de ce Tour de l'Avenir. Il est arrivé seul à Briançon, il a gagné à la Coppi, dans le Vars et dans l'Izoard, deux cols justement qui avaient fait les grands noms de Coppi et de Charlie Gaulle en passant par Bobet et les autres. Je vous propose de voir d'ailleurs le reportage de notre envoyé spécial sur le Tour de l'Avenir, Jean-Michel Leliot. Le montage est de Bernard Ducoing. La grande étape des Alpes a tenu ses promesses. Avec juste raison, les amateurs appréhendaient ses difficultés. 4 cols, dont 2 de première catégorie, Vars et Izoard. Den Hertog, Thalmann, Régis Aubion et Pérez Soliva, l'Espagnol, avaient préparé pendant 2 jours, depuis l'Odève exactement, l'explication attendue. En fait, ceux qui osèrent les premiers réussirent une opération presque suicide lorsque l'on considère les obstacles. Ils furent 6 à oser et 3 à réussir. Parmi eux, Aubion, tout d'abord accompagné de Duchemin. 2 Autrichiens, Mitterreger et Steinmeier, un régional Boishardy et le Hollandais Pudgens. 6 hommes en tête, nous étions sur les pentes du col de Labouret, 30 km de course seulement et 160 à accomplir. Den Hertog, surpris par le coup de force des tricolores, essaya d'organiser en vain la chasse. Aubion, Duchemin, Pudgens et Mitterreger, qui avaient lâché Boishardy et Steinmeier, arrivaient sur les pentes du col de Vars avec 6,35 d'avance sur le peloton Den Hertog. Au sommet de Vars, c'était un sprint pour le trophée de la montagne, remporté par le Hollandais Pudgens devant Mitterreger, l'Autrichien. À 25 secondes, Aubion et Duchemin, à 1,25 Steinmeier et Boishardy, à 6,15 Huub Schmidt, à 7,15 Melero et Ava, à 7,25 Den Hertog et le peloton. Un peloton qui perdait des unités à chaque kilomètre. Enfin se présentait l'Izoard, rendu célèbre par les exploits des géants du Tour. Régis Aubion portait les stockades. Ce fut net, fantastique même. Ici, le champion du monde justifiait son maillot arc-en-ciel et prenait place au sein d'un club très fermé, celui des grands grimpeurs. Presque toujours bien assis, en ligne, Aubion montait à sa main, c'est-à-dire qu'il grignotait plus de 1 minute 30 à chaque kilomètre. Au sommet, il avait distancé ses adversaires de plus de 10 minutes. Den Hertog était à 12,20. Il ne lui restait plus qu'à descendre à 80 km/h vers Briançon et revêtir le maillot jaune de leader. Il précède maintenant le Hollandais de 7 minutes 41 au classement général. Ce doit être suffisant pour triompher dimanche à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, la 8e étape conduit les coureurs du Tour de l'Avenir de Briançon à Montmélian, 145 km, avec l'ascension d'un très grand col qui culmine à 2556 mètres. Il s'agit du col du Galibier qui fera sans doute des ravages lui aussi. Et en football, la soirée d'hier, à Marseille, on pavoise. Escobar est très content. Escobar est content, il a mis 2 buts. En effet, la 8e soirée du championnat de France professionnel ne semblait pas devoir apporter de grosses modifications au classement. Et en réalité, il y a eu d'assez fortes surprises, puisque si Marseille a consolidé sa place de premier en battant facilement Lille, eh bien, ses suivants immédiats, qui sont Nîmes, Nantes et Nice, ont été battus à l'extérieur, alors que Saint-Étienne, Rennes et Paris Saint-Germain consolidaient au contraire leur place derrière l'Olympique de Marseille. Je vous propose de voir quelques extraits. Nous verrons bien sûr
sur le panneau de résultats complets dans un instant. Mais auparavant, je vous propose de voir quelques extraits du match Sochaux-Nantes qui a eu lieu hier soir à Sochaux. Nous verrons ensuite quelques extraits de la rencontre Paris Saint-Germain-Bastia qui a eu lieu hier soir sur la pelouse du stade de Saint-Ouen. Sochaux-Nantes, c'est d'abord un reportage de notre station de Besançon. Les commentaires sont de Denis Bersou. Nous reviendrons ensuite à Paris pour voir les 5 buts de ce match. C'est le deuxième corner en faveur de Nantes, mais comme le premier ne donnera rien, les défenseurs sochaliens sont très bien regroupés. Le ballon passe à droite de la cage de Batman. Melik ici tire un coup franc. Et c'est le but. La balle a ricoché sur le pied de Gardon, qui l'a dévié, et Fouché n'a rien pu faire. 1-0 pour Sochaux. Céleste renvoie la balle, lèche en action. Meyer file à l'aile droite, pour rien. Une tête de Burdino sur un coup franc tiré par Lèche. La balle est passée juste au-dessus de la transversale. Une descente de l'aile droite de Nantes. Une tête de Blanchet au-dessus. Burdino-Meyer qui veut encore déborder, mais il est arrêté. Courtin en bonne position, Courtin tire dans les bras de Batman. Toujours 1-0. La mi-temps est sifflée. Ici, Mas tire, corner. Blanchet reprend la balle, tire à droite des poteaux de Batman qui est sauvé. Ici, un corner. Un corner qui va être tiré par Meyer. Meyer lance à Burdino. Burdino repasse à Meyer. Meyer centre, lobe et une tête de Lèche, c'est le but. 2-0 pour Sochaux. Voyons maintenant quelques extraits du match Paris Saint-Germain-Bastia qui a eu lieu hier soir au stade de Saint-Ouen. Bastia est à droite en maillot blanc et attaque ici par Giordani. L'équipe de Bastia a réalisé une très bonne première mi-temps. Les joueurs corses, en effet, ont surpris pendant les 45 premières minutes l'équipe du Paris Saint-Germain où Guignedou et Leonetti jouent au milieu du terrain alors que la ligne d'attaque était formée de Hallé, Orlaville, Prost et Brun. Le premier but de la rencontre est marqué d'ailleurs à la 24e minute par Félix Le Bastier. Voici son tir. Delumeau est bien battu, 1-0. Bastia menait à la marque et c'était justice car les Bastia avaient fait une très très bonne première mi-temps. Égalisation de Paris Saint-Germain sur cette action, un peu confuse d'ailleurs. Pantelic relâche la balle. Était-elle sortie ou non en corner? Il est difficile de le dire sur cette action. En tout cas, Bras égalisé juste avant la mi-temps. Un but partout donc au repos entre Paris Saint-Germain et Bastia. Deuxième mi-temps, les joueurs de Paris Saint-Germain vont accélérer. Et les joueurs corses vont faire une moins bonne fin de match, encaissant 3 buts en 7 minutes. Voici le premier. Tir de Guignedou à la 74e minute, 2-1 pour Paris Saint-Germain. Et à la 80e minute, une action curieuse sur laquelle la défense de Bastia a cru au hors-jeu, à tort d'ailleurs, car il n'y avait pas hors-jeu. Et Prost va tromper très facilement le gardien de Bastia, Pantelic. Voilà l'action. Vous voyez que les défenseurs de Bastia n'ont pas bougé. Prost prend son temps. 3-1, l'addition était de plus en plus lourde pour Bastia. Un peu lourde d'ailleurs, car, je le répète, l'équipe de Bastia avec Franceschi, Laguesse, Félix, Giordani en attaque surprendra bien des clubs cette saison. Quatrième but, le voici. Voici l'action qui l'amène. Orlaville, qui faisait sa rentrée hier, poste deuxième avant-centre. Monsieur Coquery siffle coup franc. Regardez le tir très violent de Guignedou, de très loin. 4-1, c'est une victoire méritée pour Paris Saint-Germain, indiscutable, mais le score est un peu sévère pour l'équipe de Bastia. Michel, c'est pas vous qui avez sifflé sur l'emportage là, non? Non, c'est l'arbitre, je crois. C'est l'arbitre. Le classement, les résultats? Oui, le classement, si vous voulez bien nous montrer le panneau. En tout cas, le rappel des résultats. Skoblar a marqué des 3 buts marseillais devant Lille. C'est une victoire acquise en fin de match. Nîmes a encaissé 3 buts à Metz. Metz était pourtant privé de Combin, de La Salette, de Zangarde et de Schut. Mais Nîmes, il est vrai, était privé de Verne, son buteur. Rennes, vainqueur de Nancy. Beta était le grand homme de ce match. Il a marqué 2 des 3 buts. Nice battu à Lyon. C'est la deuxième défaite consécutive des Niçois. Et à Lyon, on a noté le Yougoslave Trivic, un nouveau joueur pour Lyon. Sochaux-Nantes, nous en avons parlé en images. Saint-Étienne, vainqueur à Monaco. Courte victoire acquise en fin de match. But de Keita et de Saramagna. Le Red Star battu à Angers. Ce n'est pas une vraie surprise car Angers est une très bonne équipe. Reims, vainqueur d'Angoulême. 3-1. Ça, c'est un événement. Le public rémois est content. Il a retrouvé son équipe qui échappe maintenant aux profondeurs du classement. Les Rémois cèdent la dernière place à Lille, Monaco et Angoulême. Enfin, signalons la victoire largement méritée d'Ajaccio sur Bordeaux. Le classement, je vous le rappelle, premier l'Olympique de Marseille avec 14 points, deuxième Rennes, 12 points,
3e, Saint-Étienne, Angers, Paris Saint-Germain, Nîmes, mais Nîmes a un match en moins. 7e, Lyon et Nantes avec 9 points. 9e, Nice, Bastia, Sochaux, le Red Star, 8 points. Je voudrais ajouter que le championnat professionnel va se mettre en sommeil pour quelques instants, pour quelques jours plus exactement, puisque la plupart des clubs engagés dans des compétitions européennes vont se reposer pour être d'attaque justement mercredi prochain en Coupe d'Europe. Enfin, pour terminer avec le sport, je voudrais vous dire qu'en sport automobile, c'est toujours la Matra Simca 650 de Larousse et de Rive qui continue de dominer ce Tour Auto devant une Ferrari pilotée par Jabou Giancadella. Les concurrents de ce Tour Auto sont cet après-midi sur le circuit de Manicourt. Voilà. Merci Michel Drucker. On n'aura pas d'hebdo aujourd'hui, on est allé un peu loin avec l'actualité et puis il faut maintenant nous rendre à la bourse pour les cotations. Je pense que Gérard Vidalange va pouvoir nous les donner. Gérard? Oui, Jean, voici tout de suite les cours de valeurs pétrolières. Je pense que nous allons avoir les cours notamment des pétroles d'Aquitaine qui sont en baisse aujourd'hui, 596 contre 605, alors que l'on s'attend à de bonnes nouvelles. En ce qui concerne les recherches en mer du Nord, il y a un 3e puits du groupe français dans la zone britannique dont on devrait connaître très prochainement les résultats. Et ce standard a également baissé. Il y a une petite reprise du côté des mines d'or, comme Buffelsfontein par exemple. L'anglo-américaine, en revanche, est tout à fait stable. Quelques hausses, en dépit de la grisaille. Vous voyez que l'européenne des brasseries a gagné 11 francs, et une affaire comme Poquelin, dans les matériels de travaux publics, eh bien, gagne 3,50 francs aujourd'hui, avec un cours de 410. Des baisses, bien sûr, et surtout celle de Roussel-Uclaf, sans raison, 12,50 francs de moins aujourd'hui à 318,50. À l'occasion du SICOP, beaucoup de matériel de bureau et d'informatique sont présentés au public. Je crois qu'il est intéressant de signaler deux nouvelles intéressant le marché financier. D'une part, Matra présente de nouveaux systèmes d'informatique et c'est une percée pour ce groupe qui est surtout axé sur l'électronique et les missiles. Et la Compagnie internationale pour l'informatique, qui est apparentée au groupe Thomson CSF, eh bien, lui aussi présente un 10e ordinateur, Iris 60. C'est un secteur qui se développe considérablement, au point qu'une banque s'est même spécialisée, enfin un établissement financier, Locafrance, spécialisé dans le crédit bail, eh bien, c'est spécialisé dans la location des matériels et c'est en vue de développer ce champ d'action nouveau que la société actuellement émet des actions nouvelles. Bâtiments, travaux publics, vous le voyez, ce secteur se détache quand même. Il y a quelques hausses, Poliette, Ciment Français, Chimique Routière. Chimique Routière, bien sûr, en liaison avec les crédits budgétaires qui favorisent beaucoup l'équipement routier en France, pour 72. Revenons à la corbeille. Peugeot perd 1 franc aujourd'hui, alors que Citroën est beaucoup plus résistante. La société annonce que la nouvelle usine d'Aulnay-sous-Bois eh bien, sera en construction à partir du début de 72. C'est une installation très importante car elle permettra d'évacuer les locaux du quai de Javel. Ce sera le transfert des usines Citroën de Paris vers Aulnay-sous-Bois. Valeurs étrangères, en raison de la baisse de New York hier, il y a plutôt des baisses sur les valeurs américaines, alors que les Allemandes se ressaisissent. Vous voyez que Siemens regagne 10 francs à 316. Sur le marché de l'or, il n'y a pas beaucoup de transactions aujourd'hui, 7335, hausse de 20 francs sur le Limgo, alors que le Napoléon cote sensiblement le même cours qu'hier. Donc une tendance en très légère reprise, bien que tout de même il y ait encore des baisses sur le marché. À vous, Jean Lanzy. Merci. Le prochain rendez-vous de l'information, je vous le rappelle, vous l'avez à 15 h en direct avec le Président de la République et ceux d'entre vous qui vont travailler entendront bien sûr dans la soirée l'essentiel de sa conférence de presse. Merci.